Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne pause. Il est 16h30. Normalement, c'est l'heure à laquelle vous êtes sorti de votre petit somme, de votre petite sieste. Et on est reparti pour un nouveau Love Desk, le deuxième Love Desk de cette journée. Et là, j'ai la chance de recevoir un appel du Canada de Hortense, un pseudonyme Ennui comme j'aime. Désolé pour les Hortense qui... Non, c'est pas le but. Donc, Hortense a un sujet assez intéressant, cesser de dépendre de l'avis des autres. Donc, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur Love Desk, une expérience simple. Vous appelez, je vous écoute, on discute, je résous votre problème. Vous me dites au revoir, mais vous revenez plus tard pour me dire un chèque gratuit et voilà, tiens, c'est pour toi et tout ce que tu veux. C'est gentil, je prierai pour vous. Ça me fera beaucoup plaisir. Donc, Hortense, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ta, Et toi? ta journée se passe bien? Tu as bien mangé? Tu es prête pour vivre des émotions fortes? Je pense que oui. Tu as suivi un peu les autres Love Desk? Oui, je suis le premier de Rennes et puis j'étais en train d'écouter celui du matin. D'accord. Et comment tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Donc, vu que ça t'a touché, et ça que tu me toucheras après. J'espère aussi. Non, 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 toi, tu dois pas espérer, tu dois dire oui. Oui. Merci, c'est bien. Donc, ton sujet, comme on a dit tout à l'heure, c'est cesser de dépendre de la vie des autres. On t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y. C'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Oui. Donc, quand j'ai des décisions à prendre, la plupart du temps, je cherche un peu l'avis de quelqu'un, comme si j'ai besoin que quelqu'un approuve nécessairement ce que je fais d'abord. D'accord. Donc, je ne cherche pas moi-même à m'assurer de dire que c'est ma décision. Voilà. Il faut que toujours quelqu'un apporte son mot à dire. Ok. Donc, c'est ce que je veux arrêter de faire. D'accord. Alors, ma première question, c'est... Quand tu es dans le besoin d'avoir l'avis d'une personne extérieure, quand tu as l'avis de cette personne, comment est-ce que tu te sens? La plus, je me sens en confiance. Tu te sens en confiance. Ouais. Ok. Avant ça, avant que tu... Oui, vas-y, vas-y. C'est comme si j'ai un choix à prendre et que j'ai moi-même mon choix et que j'écoute une personne et sa décision s'allie avec ce que moi je décide, là, ça me donne plus de confiance. D'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est intéressant. On va faire un exercice qui va être un peu... Il va être profond. Voilà, c'est ça. Il va être profond. Donc tu vas... Il va être profond. Okay. On va chercher ensemble la source de ce besoin d'avoir l'avis des autres pour croire en ses propres choix. On va chercher quelle est la racine. Ok? Et pour faire ça, il faut que tu regardes une ou deux personnes dont la vie compte suffisamment pour toi pour te rassurer. Ok? Tu as des noms en tête? J'ai une personne. Une personne, ok. Donc, on va prendre ses initiales. On va prendre les initiales de cette personne-là. Donc, ces initiales donnent quoi? FX. Chi! Science-fiction. Ok, donc FX. D'accord? Quels sont les aspects que tu apprécies le plus chez FX? Les aspects que tu apprécies chez FX? C'est une personne battante. Battante. Et que malgré ce qu'elle a vécu, elle garde toujours sa joie de vivre. Sa joie de vivre.
Ensuite, Elle a beaucoup d'amour. Elle est aimante. Elle est aimante, bienveillante. aimante, bienveillante. Ensuite, Elle est disponible, assez disponible. disponible. Ensuite, Attentionnée. attentionné. Ensuite, Elle se décourage pas facilement. courageuse. Ensuite, Je pense qu'il y avait des mots là. c'est le paquet qui est là. D'accord. Donc, si vous nous rejoignez, merci de nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes là, que vous suivez le direct. Le sujet, c'est cesser de dépendre de la vie des autres. Et j'ai Hortense avec moi qui m'appelle du Canada. Donc, la personne du nom de FX pour le besoin de cet entretien est la personne à qui tu demandes le plus son avis pour te sentir confiante quant à ce que tu penses. Et cette personne-là, les points que tu apprécies le plus chez elle, c'est battante, joie de vivre, aimante, bienveillante, disponible, attentionnée, courageuse. D'accord? Quels sont les points que tu n'aimes pas chez cette personne? Quels sont les points que je n'aime pas chez cette personne? On a cité les aspects positifs. Maintenant, quels sont les aspects négatifs que tu n'aimes pas chez cette personne? Je vais réfléchir parce que là, comme ça, je n'ai jamais pensé à ça. Vas-y. Jean-Rodolphe, merci de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien. Mohamed Dosso, merci de nous rejoindre. Comment tu vas? Tu trouves pas, n'est-ce pas? Je trouve pas. C'est normal. Je vois rien. Exactement, c'est normal. À chaque fois qu'on a recours à une personne pour valider nos idées, nos croyances, nos pensées, c'est parce qu'on a écrit dans notre esprit que cette personne est suffisamment au-dessus de nous. Donc nous la mettons sur un piédestal. Et si nous la mettons sur un piédestal, nous ne sommes pas en train de l'aimer pour qui elle est, nous sommes en train de l'aimer pour l'image que nous avons d'elle. Et par ricochet, nous ne sommes pas en train de nous aimer nous-mêmes qui nous sommes. Il n'y a personne qui soit digne d'être sur un piédestal ou d'être dans une position inférieure. Toute personne est digne d'être aimée pour qui elle est, telle qu'elle est, avec ses plus et ses moins. Et lorsqu'on voit une personne en ne regardant que les côtés moins, on crée une addiction à cette personne. Et cette addiction-là, que je crée à cette personne, a pour but de me rendre dépendante de cette personne-là. Donc du coup, je crois que cette personne a des qualités que je n'ai pas. Donc là, on a listé des qualités. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu apprécies de cette personne? On va faire un exercice ensemble. Est-ce que tu crois que tu es une personne battante? Oui. Est-ce que tu crois que tu as une forte joie de vivre? La plupart du temps, oui. Est-ce que tu crois que tu es une personne aimante? Non. Tu doutes. Donc, on va mettre non. Okay. Est-ce que tu crois que tu es une personne bienveillante? Oui. Est-ce que tu crois que tu es une personne disponible? Oui. Est-ce que tu crois que tu es une personne attentionnée? Non. Je ne dirais pas oui à 100%. Est-ce que tu crois que tu es une personne courageuse? Non. Oui. Oui et non. Tu doutes.
Ok. Donc, face à cette personne, qu'est-ce que tu vois en elle, d'accord, qu'elle a, que toi tu n'as pas? Qu'est-ce qui fait que cette personne est bien meilleure que toi? Ok. Sa force de pas souvent se décourager, de pas souvent abandonner les choses. Donc, ne pas abandonner. Ne D'accord. pas abandonner. Ouais. Ensuite, Je vais plus miser sur ce point-là. c'est ce qu'elle a que Parce que tu n'as peut-être pas. que souvent, oui, Ok. quand moi, quelque chose devient trop difficile pour moi, Mhm. j'ai tendance à dire, ok, non, c'est bon. Non, c'est Je bon. peux pas, je peux pas. Ok. Très bien. Alors, je vais dire une chose qui va secouer un peu. Il est strictement impossible de percevoir en autrui quelque chose qui n'existe pas en nous-mêmes. Ok. Il est strictement impossible de percevoir quelque chose en autrui qui n'existe pas en nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'infériorité. Le sentiment d'infériorité, c'est le fait de ne pas être suffisamment humble, respectueux, honnête avec soi-même pour reconnaître que je vois en autrui ce qu'il y a aussi en moi. C'est ce qu'on appelle la comparaison. La comparaison n'est pas quelque chose de nocif. Quand on se compare à autrui, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une très bonne chose. C'est une très bonne chose de pouvoir être comparé à autrui. Parce que personne ne se compare à tout le monde. On dirait que Hortense est rentré dans le vortex des reines aussi. Je suis là. On t'entend pas. Tu as fui. Je suis là. Non. On se comprend? Personne ne se compare à tout le monde. Personne. On se compare aux personnes auxquelles on voit quelque chose qui existe déjà en nous. Et on se dit que chez cette personne-là, c'est plus élevé chez elle que chez nous. Autrement dit, pour que tu puisses dire que tu vois chez elle qu'elle n'abandonne pas, c'est parce que toi-même tu n'abandonnes pas. Mais personne n'abandonne, n'exprime le même trait dans les mêmes domaines parce que nous sommes tous uniques, alignés sur ce qui nous inspire naturellement, sur les traits qui font que nous sommes uniques. Et toute personne est naturellement inspirée, persévérante, volontaire, attentionnée, présente, disponible lorsqu'elle est alignée sur ce qui l'inspire naturellement. Donc, présentement, je veux que tu regardes dans ta vie. Quelles sont les activités qui, peu importe le problème, tu restes concentré, focus et tu vas jusqu'au bout. Est-ce que je peux dire? On t'entend pas, je pense que tu es un peu loin du téléphone. Est-ce que je peux dire mes études? Oui? Rapproche-toi, rapproche-toi du téléphone, on t'entend pas. C'est bon? Ça devrait aller. Donc, tu es persévérant dans les études. Beaucoup persévérant dans les études. Oui. Ok. Donc, tu es quelqu'un qui adore étudier, apprendre de nouvelles choses. Oui. Ok. Est-ce que tu t'es déjà observé en train d'abandonner une problématique d'études parce que tu ne comprenais pas? Ça arrive rarement. Non. Là, comme ça, je ne vois pas en tête. Est-ce que maintenant tu te rends compte que tu es une personne qui n'abandonne pas? Ta voix est toute petite comme ça. Les gens ne t'entendent pas. Oui, oui. Ok.
Lorsque tu prends cet aspect que tu appelles étude, d'accord? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu es en train de parler, de discuter, de penser, d'échanger sur la question des études, tu es battante? Oui, Tu as de la joie de vivre. oui, Tu es aimante envers les personnes. oui, Et tu es bienveillante. oui, Tu es disponible. oui, Tu es attentionnée. oui, Tu es courageuse. oui. Tout le monde exprime les meilleurs traits de personnalité lorsqu'il est aligné sur les activités qui l'inspirent naturellement. Point. On se met à vouloir dépendre de quelqu'un lorsqu'on sort de ce pourquoi on est naturellement inspiré de notre zone de compétence intrinsèque. C'est exactement comme celui qui n'est pas Superman qui essaie de sauter. Tu auras besoin de l'avis des autres, tu auras besoin de motivation, tu auras besoin qu'on te dise va faire, va faire, va faire, va faire, parce que tu n'es pas naturellement inspiré par ça. Mais lorsqu'on va te remettre sur ce qui t'inspire naturellement, on se comprend? Tu vas avoir tous les traits de persévérance. Ce sont des choses innées, naturelles. C'est pourquoi on ne peut jamais faire une conférence pour dire aux gens venez apprendre à être persévérant. C'est une chose naturelle qu'on fait depuis qu'on est bébé. Il n'y a personne à qui on a dit qu'elle était bébé, écoute, vas-y, tu peux faire 4 pattes. Non, à moins que tu aies un problème, personne ne t'a demandé de faire 4 pattes. L'envie de faire, le courage, la persévérance, l'amour sont des qualités naturelles, des expressions naturelles. Je ne dirais même pas des qualités, parce que qualité encore, c'est l'enfermer dans une dualité. Ce sont des expressions naturelles qui viennent avec nous dès que nous naissons. On ne fait que s'écarter de ça en se comparant aux autres ou en voulant faire comme les autres. C'est tout le problème. Nous perdons de vue qui nous sommes lorsque nous essayons de faire comme les autres, de copier les autres, d'imiter les autres. À partir de ce moment-là, on perd de vue qui nous sommes et on commence à injecter dans notre conscience ce que j'appelle le non-taléa, c'est-à-dire un ensemble d'activités qui viennent des autres. Donc, à partir du moment où ça vient des autres, je vais exprimer le besoin de motivation. La motivation est un symptôme que je ne suis plus moi, mais la motivation n'est pas une solution. Conséquence de ça encore, je vais commencer à procrastiner sur toutes les activités qui ne sont pas en accord avec qui je suis. Je vais remettre à demain le signe que je suis dans le non-taléa. Si je suis dans le non-taléa, je vais commencer à faire circuler mon argent dans la direction de mon non-taléa. Ça veut dire que j'aurai besoin de la présence des autres pour me sentir bien. Donc mon argent va circuler dans cette direction. Je vais commencer à dépenser pour avoir plus de gens autour de moi. Si je suis dans le non-taléa, je vais commencer à avoir une très mauvaise gestion de mon temps. Je vais commencer à perdre ma créativité. Je vais commencer à vouloir que les autres fassent les choses selon ce que je veux, ou alors à vouloir que les autres soient présents, que je me sente bien, parce que je dépends de leur présence, des activités qu'ils m'ont données pour exister, pour faire mon identité. À partir de ce moment-là, j'ai besoin de l'avis des autres pour me sentir unique. Donc, dépendre de la vie des autres, c'est le symptôme que je ne suis plus en accord avec qui je suis. C'est le résultat et non une cause. Coucou Hortense. Je suis là. Ton silence est lourd. Je suis là, je suis là. Ça peut aller, ça va, tu n'es pas trop m'a choqué, ça va. Ça va. On se comprend jusque-là? Donc, le véritable exercice, c'est de revenir au centre de moi-même. Et lorsque je ne suis pas connecté à moi-même, les 8 domaines de la vie vont manifester différents feedbacks qui sont faits pour me faire comprendre que je ne suis plus en accord avec moi. Au plan mental, je vais commencer à être déconcentré, à avoir moins de focus, à vouloir que les choses se passent comme ça, à avoir des pensées qui circulent dans ma tête à gauche, à droite.
Du point de vue physique, je dois commencer à manifester des troubles digestifs, des problèmes de santé qui sont simplement le reflet du fait que je ne suis plus en accord avec moi-même. Du point de vue spirituel, je dois commencer à dépendre en fait d'une autorité extérieure qui va m'amener à prendre des décisions qui ne sont plus en accord avec moi-même. Du point de vue familial, je dois commencer à attirer à moi différents challenges, à ne plus pouvoir maintenir certaines harmonies, à ne plus pouvoir communiquer aisément. Pareil sur le plan amoureux, je vais attirer un amoureux qui lui-même est dans un état de dépendance. Nous deux, on va dépendre l'un de l'autre pour finir dans une catastrophe de dépendance. C'est bon? Alors là-bas, là, tu as réagi. On se comprend? Oui. Donc, ensuite, du point de vue social, je vais commencer à me rendre compte en fait que je commence à attirer de l'hypocrisie, de la critique, du rejet. Oui. Ah là, ta voix est sortie. Il faut bien faire oui là. Oui. Sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord. Ok? Du point de vue carrière, je dois commencer à ne plus avoir une vision claire de ce que je veux faire, avoir du doute sur ce que je fais, avoir une productivité qui descend, avoir une discipline qui descend. Du point de vue finance, je vais plus dépenser de l'argent dans la direction de ce qui, pour combler en fait les vides que j'ai. Donc si par exemple j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, je vais dépenser beaucoup plus d'argent dans le transport pour aller voir la personne. Dès que la personne aura un problème, je vais me sentir mal de ne pas pouvoir l'aider. Dès que l'argent sort, parce que j'ai construit ma personne sur ce qui n'est pas moi, si je ne suis pas centré sur moi-même. Donc l'argent circule dans la direction de l'autre où je dépends. Ce sont simplement des fruits, des symptômes du fait que je ne suis plus aligné sur qui je suis et non des problèmes individuels. Est-ce que on a déjà motivé un bébé à aller toucher la poignée d'une porte? Est-ce qu'on motive une tortue à nager? Non. Non. Pourquoi? Albert Einstein disait, si vous jugez le poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il se croira bête. Parce qu'il n'est pas conçu pour grimper à un arbre. Nous sommes tous uniques, définis par un ensemble d'activités qui nous inspirent naturellement. Et lorsque nous sommes en état d'inspiration, nous activons le cortex préfrontal. Il y a le sang qui rentre là-bas, puis les choses se passent bien. On commence à avoir une vision claire, on commence à avoir de l'imagination. On se comprend? Là, il y a deux questions en commentaire là. Donc, tu veux dire que le manque de motivation montre que nous sommes dans le non-talia? Exactement, forcément, c'est strictement ça. Le manque de motivation, on n'a pas besoin de te... Est-ce que quand tu es en train d'étudier, tu es en train d'apprendre, est-ce que tu as besoin de consommer du café pour faire 24 heures? Même pas. Non, parce que c'est quelque chose qui t'inspire naturellement. Mais on a besoin de consommer du café, de prendre des choses qui vont nous permettre de rester éveillés. Lorsqu'on doit faire des choses qui ne sont pas en accord avec qui on est, c'est tout. Seconde question, est-ce que le manque de motivation n'est pas dû aux mauvaises actions d'autrui? La question en elle-même prouve que je suis dans une dépendance. À partir du moment où je me dis que mon manque de motivation dépend du fait que les autres agissent mal, cela simplement dit que je ne suis pas indépendant de leurs actions. Si je ne suis pas indépendant de leurs actions, je suis dans le besoin de motivation. Si je suis dans le besoin de motivation, c'est parce que je n'ai pas encore recentré ma vision, ma perception, ma manière de faire sur qui je suis réellement, que je ne suis pas en train d'assumer totalement qui je suis. C'est bon, Mohamed Dosso? Ce sont tes deux questions auxquelles j'ai répondu. On se comprend? Moi je n'agisse, il n'y a qu'une seule et unique idée, c'est que je ne suis pas en train d'être moi-même.
Et je ne suis pas en train de construire ma vie autour de qui je suis vraiment. Et lorsque je ne suis pas en train de construire ma vie autour de qui je suis vraiment, je ne sais pas ce que j'apporte aux autres. Et du coup, je ne sais pas ce qui me rend unique. Parce que j'ai l'impression en fait que tout le monde fait exactement la même chose que moi. On se comprend? Ouais. C'est du vécu. Oui. Donc, il y a une seule et unique solution. La solution est très simple. C'est de revenir à la source. C'est de revenir à l'essence de qui je suis. Et qui je suis, ce n'est pas la personnalité. Ce n'est pas l'ensemble des traits. Il existe autour de 4650 traits de personnalité. Et tout être humain exprime les 4650 traits de personnalité. Tout être humain. Tout être humain. Pourquoi? C'est très simple. Imagine que du 1er janvier au 31 décembre, tu passes ton temps à dire oui à tout ce qui se passe. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Hein? Non. Supposons que tu dis non à tout ce qui se passe, que ça va fonctionner. Non, non plus. Donc tu ne peux pas progresser si tu n'es pas en train de faire une équilibre de oui et non. En d'autres termes, au même moment où tu dis je suis honnête, tu es malhonnête. Au même moment où tu dis je suis paix, tu es guerre. Au même moment où tu dis je suis gauche, tu es droite. Et l'humilité, c'est lorsque tu te rends compte que l'ensemble des points, en fait, des traits que tu trouves négatifs sont présents en toi. À partir de ce moment-là, tu deviens un avec toi-même. Et c'est pour ça que si quelqu'un t'insulte, tu ne seras pas dans la réaction, tu seras dans la création. Je donne un exemple. Quelqu'un vient et puis te dit, tu es bête. Pourquoi est-ce que ça te fait mal qu'on te dise que tu es bête? Parce que dans ta tête, tu ne l'es pas. Mais si tu te rends compte en fait que tu n'es pas totalement intelligent sur tout, donc ça veut dire en fait que tu es intelligent, ignorant, avisé, non avisé, tu n'auras pas de réaction. Tu as dit oui, c'est vrai, mais en même temps je suis intelligent. Et le but du monde social, il faut bien comprendre ça, le but du monde social, de ce qu'on appelle la critique, les gens, ils utilisent souvent ce mot-là, l'hypocrisie. Hypocrisie, c'est comme hypotension. Ça veut dire en fait qu'il y a une baisse de critique. Et la baisse de critique veut simplement dire que tu n'es pas suffisamment ouvert pour qu'on puisse te faire des critiques qui te permettent d'évoluer. Donc du coup, les gens se cachent pour dire ces critiques à haute personne. Donc l'hypocrisie, c'est le reflet du fait que tu n'es pas une personne suffisamment ouverte à qui on peut dire les choses sans craindre des sanctions. Ok. Ah là, ça job. Elle a dit ok, ça job. Mais j'essaie de comprendre. Est-ce que ça veut dire pourtant qu'il n'y a pas des personnes hypocrites? Hypocrites dans le sens où tu es avec moi, mais tu ne me montres pas le réel visage de qui tu es. Et derrière moi, tu es capable de dire des choses ou même vouloir du mal de moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut pourtant dire qu'il n'y a pas de personnes hypocrites? C'est juste toi qui n'acceptes pas que la personne soit, je ne sais pas, ta définition que tu viens de donner. C'est très simple. Supposons que on prend cette personne qu'on dit hypocrite là. D'accord? Peut-être que tu l'as décrite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je suis là, elle fait quoi? Oh, tu es bien. Oh, tu es génial. Oh, tu es une personne bien. Quand tu tournes le dos, oh, laisse celle-là. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est Y, elle est ça, c'est... On se comprend? Ce que je vais expliquer, certaines personnes ne vont pas comprendre ça avant d'en faire l'expérience. Mais je vais essayer d'utiliser des choses que vous avez déjà faites. Regardez dans votre vie une chose qu'on a prise pour vous insulter ou bien pour dire sur vous qui vous a fait mal. Je dis un truc bête, peut-être on t'a dit
tu es vilain. D'accord? On t'a dit tu es vilain. Ou bien, il y a une caractéristique qu'on t'a accordée quand on te disait ça, ça te faisait très mal. On se comprend? Ouais. Tu as une caractéristique comme ça en tête? Tu es méchante. Tu es méchante, ok. Ça te fait toujours mal? Non. Ok. C'est un très bel exemple. Suis bien l'exemple. Donc, pense à ces moments où, quand on te disait tu es méchante. D'accord? Et puis, pense au moment où tu es méchante, te faisait mal, et puis maintenant, ça ne te fait plus mal. Qu'est-ce qui fait que tu es méchante ne te fait plus mal? Je me dis que maintenant, je pense me connaître un peu plus, savoir que c'était juste des histoires, quoi. Je sais que je ne suis pas comme ça. Ok. Donc, je sais que je ne suis Dans pas... ce temps-là, je me... Okay. Oui, vas-y. En ce temps-là, peut-être j'accordais plus d'importance à la personne qui avait dit ça. Bien. Parce qu'il avait dit ça dans le contexte où il voulait... J'adore ta réponse, pourquoi? Parce que à la fin de la journée, ce n'est pas plus ce qui est dit que le type de relation qu'on a avec la personne qui fait qu'on ressent de l'hypocrisie. Si la personne que tu ne connais pas vraiment vient et puis dit tu es méchante, ça te fait mal. Ça te fera pas mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de proximité avec cette personne-là. Donc, pour que je puisse ressentir une forme d'hypocrisie, c'est parce que nous partageons certaines proximités. Et que maintenant, dans cette proximité, il y a une personne qui a une projection déséquilibrée de lui-même sur l'autre. Parce que quand tu étais là et puis tu disais, je n'aime pas qu'on me dise je suis méchante, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais tout pour être gentil. Mais à chaque fois que tu faisais quelque chose pour être gentil, tu es méchante augmentait. Bravo. Ils n'ont pas entendu bien les gens qui écoutent là. Vrai. Pourquoi? Parce que tout excès et tout déficit doit revenir à la loi de l'équilibre. Lorsque tu te crois trop gentil, il y aura des gens dans le monde social, dans ta psychologie, dans ta sociologie, dans ta généalogie, qui vont apparaître pour te dire tu es méchante. Lorsque tu te crois méchante, il y a des gens qui vont apparaître autour aussi pour te dire tu es gentil. C'est une loi de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es aligné sur toi et que tu sais en fait que tu es les deux, tu n'attires pas de critiques. Donc j'attire les critiques qui sont venues, qui apparaissent dans ma vie en fait pour contrebalancer la perception déséquilibrée que j'ai de moi-même. Je prends un exemple. Quand il y a quelqu'un et puis on dit il se prend, pourquoi est-ce que on dit à cette personne-là tu te prends trop, tu te la pètes trop? Parce qu'à un certain niveau, cette personne est en train de faire une expérience d'un déséquilibre qui s'exprime comme ça. Quand on va fouiller, on va se rendre compte en fait que cette personne-là agit comme ça, s'exprime comme ça parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Donc le déséquilibre de confiance s'exprime maintenant socialement par les critiques. Mais j'essaie d'y penser. Faut bien. Est-ce que c'est à toi, en tant que personne, de savoir faire l'équilibre à chaque fois? C'est pas des choses qu'on pense comme naturellement. C'est pour ça qu'on doit apprendre. Et nous naissons dans l'équilibre. Ce qui donne naissance à la vie, c'est la rencontre de hommes et femmes. C'est la rencontre de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Lorsque l'équilibre est rompu, on quitte l'hétérosexualité pour entrer dans l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le reflet du fait que nous avons rompu l'équilibre à un certain niveau. C'est bon, tu peux te rapprocher en fait, on t'entend pas trop, je sais pas trop pourquoi.
Toi maintenant, c'est un Oui, ça va, je t'entends mieux. Ça va. C'est bon? Oui. Donc, à chaque fois, en fait, que je rends l'équilibre dans ma psychologie, c'est-à-dire dans les traits de ma personnalité, que je rends l'équilibre dans ma confiance en soi, dans mon estime de soi, dans mon affirmation de soi, dans mon amour de soi, je vais attirer à moi différents symptômes qui sont faits pour me guider vers le centre, pour revenir à moi-même. Tout ce qui se passe dans ta vie, que tu perçois avec tes 5 sens, sont simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Rien d'autre. Ce ne sont pas des causes, ce sont des reflets. Donc lorsque tu comprends ces reflets, que tu sais interpréter ces reflets, tu te rends compte de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, qui se passe de manière consciente ou inconsciente. C'est tout. Donc c'est pas quelque chose qui est... Tu dis? C'est aussi simple que ça. Exactement. Tout ce que j'observe et que je perçois à travers mes 5 sens est un feedback de la vie pour me ramener au centre. Que la maladie est un message du corps pour dire attention, tu n'es plus en état d'homéostatie. Pour dire que j'ai rompu l'équilibre qui s'appelle la santé dans mon corps. On a un système nerveux avec un parasympathique et un sympathique. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'il y ait de la réduction et de la régénération. On a un cerveau gauche, on a un cerveau droit. Donc lorsque l'équilibre est rompu, on a différentes expressions de déséquilibre qui s'appellent handicap, qui s'appellent maladie. Ça veut dire mal aidé. C'est-à-dire que le corps est mal aidé dans son processus de régénération, qu'on appelle manque de confiance en soi. Et je dis très souvent aux gens, c'est un manque et non une absence, parce que nous ne sommes pas les créateurs de ce qu'on appelle la confiance en soi. Ce n'est pas nous qui créons la confiance en soi, c'est un manque. Manque, ça veut dire en fait que c'est descendu. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait que c'est descendu? C'est pas, oh, je manque de confiance en moi. C'est devenu la maladie du siècle. Non, c'est pas une maladie, c'est une expression du fait que je ne suis plus en accord avec moi-même. Point. Si Fraise commence à se comporter comme avocat, Fraise va avoir un manque de confiance en lui-même. Si Poisson commence à se comporter comme tortue, quelque chose va se passer qui s'appelle le manque de confiance. Et tous ces symptômes sont des feedbacks, sont des signaux pour nous dire attention, tu n'es plus en train d'être authentique, c'est-à-dire d'être auteur de ta vie, tu es en train d'être victime de l'histoire. Et lorsqu'on est dans un état de dépendance, où on dépend de quelque chose venant des autres, on attire à soi des personnes qui sont elles-mêmes dans une forme de dépendance. C'est pour ça souvent on a des couples et puis les autres se disent que non, c'est bizarre. Le monsieur là, il est extraverti comme ça, il est à l'aise, mais sa femme, elle est dans son coin rangé comme ça, introverti. Puis on dit mais c'est bizarre, ils vont même pas ensemble. Ils vont très bien ensemble. C'est juste l'expression du même symptôme, simplement sous sa polarité plus, sous sa polarité moins. Le gars, il exprime son manque de confiance par extraversion. La go, elle exprime son manque de confiance par introversion. Et le but de ce processus, c'est que extraversion, introversion se fusionnent pour donner une version. C'est-à-dire la version authentique, unique et vraie, qui n'est pas exagérée, qui n'est pas diminuée. On va laisser le temps de digérer tout ça. Quelques secondes de digestion. Ça va, tu n'es pas trop retourné? Ça va. Non, ta voix même ensemble même que tu es retourné même. Ça va bien. Tu n'es pas secoué aussi? Non, ça va. Tu tiens le coup quoi? Oui, je tiens. Quand on va raccrocher, tu vas te laisser secouer. On se comprend? Oui.
Je donne un autre exemple. Quand vous rencontrez une personne et que cette personne parle autant de ses échecs que de ses succès, est-ce que vous avez déjà remarqué que la seule chose que vous arrivez à dire, c'est waouh, il a un parcours humain touchant. C'est vraiment une personne qui a vécu des choses. On n'est pas dans c'est bizarre, hein? Son histoire là. C'est la même chose là tous les jours là. On n'est pas dans ça. Parce que la personne a exprimé une histoire qui raconte à la fois plus et moins. Honnête et malhonnête. Et tout ce que nous rejetons finit toujours par se manifester dans notre vie sous une autre forme. Et lorsque nous n'écoutons pas, cela obéit à la règle du jamais. C'est que tu dis jamais je ne serai ça. Et tu vas devenir ce jamais là pour devenir humble et arrêter de juger ça. Tout ce que nous rejetons, c'est ce qui est en nous que nous n'avons pas encore accepté. Mahatma Gandhi le disait, je ne peux me séparer de l'âme la plus noire du monde car nous ne faisons qu'un. Tant que nous ne faisons pas un intérieurement avec la partie la plus noire de nous-mêmes, le monde extérieur aura pour but de nous aider à prendre conscience de la partie noire de nous-mêmes, de l'accepter. Et lorsque tu l'acceptes, personne ne revient dessus pour te dire, écoute, tu es méchant parce que tu ne réagis plus sur ça. Donc, next step, on va trouver l'autre trait sur lequel tu vas réagir. Le but de la société, le but de la camaraderie, le but du monde qui est autour de nous, c'est de nous apprendre à devenir un avec nous-mêmes en appuyant sur les points que nous rejetons. Ok. Si je prends ce que tu viens de dire là, est-ce que ça veut dire que c'est pas un point défini, c'est un truc que tu travailles tout au long de ta vie? Jusqu'à ce que tu meurs. Okay. C'est un système qui est fait ainsi pour t'apprendre à grandir et à repousser tes limites de manière constante. Il y a 3 systèmes qui repoussent les limites. Le premier système, c'est la famille. Le but de la famille, c'est de t'apprendre à accepter la différence. Les enfants sont les programmations génétiques opposées des parents. Ce que les parents n'aiment pas, les enfants vont aimer. Ce que les parents n'ont pas beaucoup exprimé dans leur vie, les enfants vont l'exprimer. Et c'est une machine qui est faite ainsi pour créer l'équilibre. C'est que ce que tu n'aimes pas, lui, il aime, non, tu lui délègues ça. Et lorsqu'on ne respecte pas ce principe-là, on voit en fait du désordre, on voit de la désharmonie, on crée des oppositions. Parce qu'on n'est pas en train de comprendre en fait que c'est une équipe parfaite avec chacun un mélange de ce que l'autre aime, de ce que l'autre n'aime pas, qui est unique, avec une hiérarchie particulière qui crée une équipe qui permet d'atteindre l'équilibre parfait en fait. Donc le but de la famille, c'est de m'apprendre à accepter la différence. Next step, une fois que je finis avec la famille, je rentre dans la sociologie, dans la société, dans les relations sociales. Le but de la relation sociale, c'est de m'apprendre à intégrer tous les traits que je pense plus et moins qui sont en moi, à les accepter pour élever mon niveau de vibration et devenir leader. Et le but de la relation amoureuse, c'est de rencontrer la personne qui est mon exact opposé, qui aime ce que je n'aime pas, afin que je lui délègue tout ce que je n'aime pas et qu'elle m'apprenne à aimer ce que je n'aime pas en l'aimant elle. Ok. Ça a job. C'est difficile d'accepter ce point. C'est normal. Le point qu'on attire en amour la personne qui nous est notre opposé, c'est normal. Une relation amoureuse est conduite par 2 forces, l'attraction et la répulsion. Lorsque j'ai vécu un ensemble d'émotions déséquilibrées, comme par exemple je vais dire, de la trahison, de l'injustice, de la culpabilité ou toute autre forme d'émotions déséquilibrées, je vais accentuer la force de ressemblance. Donc, je vais chercher une personne qui me ressemble dans le but de ne pas revivre en fait les méfaits en gris de la différence. Donc j'accentue l'aspect ressemblance. Et le but de cette exagération de la ressemblance, c'est qu'un matin, on va finir par se rendre compte que nous sommes trop semblables, que nous avons trop de points communs qui ont créé une addiction et qu'on se sépare. Seulement que cette séparation ne va pas se faire immédiatement, va se faire longtemps après. Si il y a plus de différence que de ressemblance, on va avoir une séparation rapide parce que nous n'avons pas suffisamment de points communs pour créer de la communication.
Donc l'excès de ressemblance ou l'excès de différence ramène au même résultat avec une temporalité différente. Et si on fait attention, lorsqu'on n'est pas dominé par des émotions, par la peur de, par la culpabilité et toute autre émotion déséquilibrée, on attire à soi des personnes qui sont véritablement différentes de nous. Il faut regarder les crushs, ce qu'on appelle les crushs, ce qu'on appelle « je suis fan de lui » sans arrière-pensée, sans être infecté par ses peurs, ses projections de ceci, il va arriver. Ce sont des personnes qui sont vraiment différentes de nous. Mais il y a forcément des éléments communs qui nous permettent de créer de l'attraction. Donc, il y a attraction, répulsion, attraction, répulsion, attraction, répulsion. Et c'est dans l'équilibre de ces deux-là en fait que la relation se porte bien. Lorsque l'un domine sur l'autre, la relation ne se porte pas bien. C'est pourquoi, généralement, on se souvient mieux des relations dans lesquelles on a eu le plus de problèmes que les relations dans lesquelles on a eu le moins de problèmes. Ça m'a choqué. J'ai pas compris? Ça a trop choqué. Ça t'a laissé quelque chose au mémoire, donc facilement tu te rappelles de ça. Et tant que nous ne retrouvons pas notre propre équilibre, l'équilibre, son synonyme, c'est la gratitude. La gratitude, c'est pas dire merci. La gratitude, c'est lorsque le plus et le moins se rencontrent. C'est lorsque les aspects positifs et négatifs se rencontrent. En spiritualité, on appelle ça le miracle. En mathématiques, c'est le point zéro. Zéro, c'est le seul nombre qui est à la fois plus et moins. Donc je reviens à la source. Et 0 divisé par tout autre nombre revient toujours 0. Il est infini. Lorsque je reviens à la source, je reviens à l'infini. Là où il y a une source infinie d'amour et de gratitude. Un autre synonyme de plus et de moins, c'est l'Éden. Lorsque Adam et Ève mangeaient la pomme, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Donc avant qu'ils ne mangent la pomme, ils n'avaient pas connaissance du bien et du mal. Ils ne jugeaient aucunement la création avec une partie bien, une partie mal. On appelle ça le monde relatif. Et avant, ils étaient dans l'absolu. Et l'absolu s'appelle Éden. Le relatif s'appelle la terre. Donc quand on dit en fait qu'on fait le péché originel, le premier péché originel, éternel et continu, c'est le jugement. C'est lorsque je me mets à dire que la création divine contient quelque chose de bien et contient quelque chose de mal. Divin veut dire qu'il émane la lumière. La lumière, c'est lorsque positrons et négatrons se rencontrent. Tu ne peux pas avoir de lumière s'il n'y a pas de positrons et négatrons qui se rencontrent. Tu ne peux pas avoir de lumière s'il n'y a pas d'obscurité. La lumière ne peut exister dans la lumière. Est-ce que tu peux allumer la lumière dans la lumière? Non. La différence entre l'élève et le maître, c'est que le maître est capable de voir les opposer à l'instant T et avoir une pure gratitude dans son cœur à tout instant, alors que l'élève les sépare. On se comprend? Oui. La différence entre le maître et l'élève, le maître est capable de voir les opposer à l'instant T, en train de se manifester. Au moment où tu dis tu as perdu une chose, tu as gagné quelque chose. Au moment où tu as gagné quelque chose, tu as perdu quelque chose. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, peu importe ce que tu feras, tu es digne d'amour. Et ce n'est pas question de ta condition. Il n'y a aucune condition. Condition, il n'y a pas de circonstance, il n'y a pas de si, de est-ce que, de comment, de il n'y a pas de ça. Lorsque je suis centré sur moi-même, sur l'amour qui m'a donné vie, duquel j'émerge en tant que bébé qui me fait grandir, c'est de l'amour inconditionnel. Un enfant, il pleure, il tombe, il pleure, il se lève, il vient te redonner un caillou. Il tombe, il pleure, il se lève, il vient te redonner un caillou. C'est pourquoi je dis régulièrement que les relations humaines, particulièrement les relations amoureuses, ne sont pas faites pour des gens qui sont matures du cœur. Non. Il faut un cœur d'enfant et un esprit d'adulte. C'est ce qui fait le bon équilibre pour que ça évolue. Un cœur d'adulte, c'est un cœur avec des bandages, qui est rempli de blessures et qui ne sait faire confiance à l'inconnu.
Et lorsqu'on on dit qu'on ne fait pas confiance aux autres, ce n'est pas les autres le problème, parce que les autres, tu ne connais pas tous les autres qui sont dans ta vie, ni tous les autres qui sont sur la terre. Tu ne connais que la projection que tu fais sur les autres. Tu ne fais que anticiper sur ce qui peut arriver si tu entres en connexion, en confiance avec les autres. Donc tu ne fais que vivre en relation intime avec ta peur que quelque chose arrive. Tout ça, ce sont les reflets du fait que je ne suis pas en train de faire le travail le plus essentiel. C'est que chaque jour, chaque heure, chaque moment, il y a 2 choses que je dois faire dans ma vie. La première chose, c'est de continuer à rêver, être inspiré, à construire ma vie autour de ce pourquoi je suis naturellement fait, inspiré de ma mission et de ma vision sur Terre. La deuxième chose, c'est de continuellement garder un cœur ouvert, disponible à l'amour du divin, à l'amour éternel. Et ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Ce sont les 2 choses que j'ai à faire de toute ma vie, à chaque heure, à chaque réveil. Est-ce que on se comprend? On est là, il y a Joy. Là, tu es parti un peu quelque part. Ça va? Ça va. Tu digères bien? C'est rentré. Oui. Là, tu as senti ça passer. Donc, le travail que nous devons faire, c'est de ramener au centre de qui tu es. Et il y a une méthode que j'utilise qui s'appelle le Thalia Process, que tu as dû certainement voir sur ma page Facebook ou sur WhatsApp. À la fin de cet échange, je t'offre le Thalia Process. Merci. Tu vas remplir le Thalia Process. Tu vas trouver les activités qui t'inspirent naturellement. Et à partir de là, tu vas commencer à structurer ta vie en fonction de ça. Tu vas assumer ce que tu vas avoir. Ce que tu vas avoir ne va pas t'étonner parce que avocat, c'est qu'il est avocat, seulement qu'en cours de route, c'est blagué pour dire qu'il est fraise. C'est tout. Donc le résultat ne va pas t'étonner. Tu vas juste rester devant ce résultat, fermer les yeux, respirer et dire c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'inspire et je veux faire de ça la meilleure expression de moi-même. Et une fois que tu vas assumer ça, tous les 8 domaines de la vie, que ce soit mental, physique, spirituel, amoureux, familial, social, finance, carrière, vont tous changer de paramètres automatiquement parce que la racine a changé. Tu vas te mettre à attirer de nouvelles opportunités naturellement. Tu vas te mettre à attirer de nouvelles personnes naturellement. Les personnes auxquelles tu étais attaché avant parce que tu n'étais pas en accord avec qui tu es vont disparaître parce qu'il y a une nouvelle version de toi-même qui demande qu'il y ait d'autres connexions liées à ça. C'est exactement comme un morceau de puzzle. Un morceau de puzzle, il a les trous nécessaires pour se connecter à d'autres morceaux du puzzle. On se comprend? Si on change la configuration des trous, il ne se connectera plus au même morceau du puzzle. C'est exactement la même chose. Nous sommes tous des morceaux d'un puzzle chien. Et notre responsabilité, c'est de travailler à rester unique de telle sorte que le puzzle géant puisse fonctionner. À chaque fois que nous ne sommes pas en train de nourrir notre personne, nous faisons perdre l'équipe mondiale qui s'appelle l'humanité. Parce que je suis un attaquant qui est en train de jouer en défense alors que je ne suis pas créé, conçu pour ça. Donc je fais perdre l'équipe mondiale. Aujourd'hui, quand on regarde les études de physique quantique, on se rend compte que l'espace qui est autour de nous, ce que nous appelons l'espace qui est vide, n'est pas vide, il est plein d'énergie. Et nous sommes une expression de cet espace-là. Nous sommes des petits points d'énergie comme ça qui vibrent à tout moment, qui donnent de l'information à tout. Et nous sommes comme sur un globe, donc sur un rond, sur une sphère. Et sur une sphère, s'il y a des milliards de points sur une sphère, chaque point de la sphère est sur une position que l'autre point n'a pas. Tu peux reprendre ça. Tu as une sphère, d'accord? Et puis imagine que sur cette sphère, il y a des milliards de petits points. D'accord? Chaque point de la sphère a une position que l'autre point n'a pas. On se comprend? Oui.
Donc, si chaque point de la sphère a une position que l'autre point n'a pas, ça veut dire que ce qui est perçu par ce point-là n'est pas perçu par l'autre point. Ils n'ont pas le même angle de vue. On se comprend? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Et ça, c'est ce que c'est que l'univers. Ça veut dire pour que l'univers puisse exister, il a besoin des petites différences d'angle de vue de chaque point de la sphère. Pour avoir une image globale de tout ce qui est. Ok. En d'autres termes, si tu disparais, l'univers disparaît. Parce que l'univers va s'effondrer dans le trou que tu auras laissé. Est-ce que tu réalises à quel point est-ce que tu es important? On n'est pas en train de parler de tes voisins seulement. On dit l'univers entier. Ce qui fait les galaxies, les étoiles, ne peut exister si tu disparais. Nous sommes tous des petits points sur cette grosse sphère. Et chaque petit point a une position unique, a un angle de vue unique. C'est ce qui fait que nous sommes différents. C'est pour ça que nous avons une ADN unique. C'est pour ça que nous avons des perceptions uniques. Mais imagine si chacun ne faisait que voir que sa différence. Qu'il n'y avait pas un point qui nous permettait de comprendre la différence de l'autre. Est-ce qu'on allait pouvoir communiquer? Non. Donc, de la même manière, chaque point sur cette sphère est important. De la même manière, tu envoies l'information de ce que tu vois à l'ensemble de la sphère pour que la sphère puisse prendre conscience d'elle-même. Donc chaque jour, quand tu te lèves, que tu es en train de penser, de parler, de te mouvoir, tu es en train de rendre la vie encore plus belle à chaque instant. Le simple fait que tu puisses exister a permis à la vie telle qu'on la voit aujourd'hui d'exister. Parce que le jour où tu vas disparaître, c'est l'univers entier qui va disparaître. Et cette sagesse-là, on la trouve dans les livres spirituels. On le dit, nous existions avant la fondation du monde. Parce que nous sommes des êtres définis par quelque chose de bien plus grand qu'un simple corps. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire avec notre corps, mais ce que nous sommes capables de faire avec notre esprit. C'est pourquoi, dans les religions révélées, et comme dans beaucoup de religions, d'ailleurs, on dit the Holy Spirit, on ne dit pas the Holy Soul. On dit the Holy Spirit. Parce que c'est l'esprit qui te permet de capter l'information et de transformer ta réalité. Donc lorsque tu changes ton esprit, que tu renouvelles ton esprit, que tu fais le baptême, que tu fais la nouvelle naissance, que tu fais la reconfiguration, que tu fais la reprogrammation, ce sont tous des synonymes. Tu crées une nouvelle expression de toi-même qui permet de créer une nouvelle réalité. Et à partir du moment où tu reprends ta place, là où tu étais prévu, il y a simplement une célébration dans l'univers. Le Fils prodige est de retour. Wow. Donc, l'univers n'attend pas que tu poses des actions pour se sentir heureux de ton existence. Le simple fait que tu existes, c'est sa plus grande réjouissance. Et l'esprit humain peut tout imaginer sauf une seule et unique chose. Toi, ne pas exister. C'est la seule chose que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est que toi qui n'existe pas. Tu peux tout faire, sauf imaginer que tu n'existes pas. Parce que tu as toujours existé. Tu es et tu seras à jamais. Il y a quelqu'un
Là, ça n'a pas de joy. Ça t'a pris même pour partir. Ça va? Ça va. Des questions? Mon seul point là, c'est juste... ok, peut-être que tu as dit que tu vas envoyer le Thalia. Oui, je t'offre le Thalia Process. Je t'offre le Thalia Process. C'est beaucoup d'argent que je te donne à contre-cœur. Merci. Mais bon, je vais récupérer ça. Ma question dans la pratique, comment on fait pour Une fois que tu auras fini de remplir le Thalia Process, tu vas sentir en toi immédiatement un regain d'énergie, une nouvelle conception de toi-même. Parce que le Thalia Process, c'est une série de questions qui t'amènent à faire une introspection pour regarder dans ta mémoire les activités qui t'inspirent naturellement, qui font le cœur de qui tu es. Et lorsque ces activités-là deviennent claires, sont sous tes yeux, immédiatement, tu ressens la joie que ça fait de faire ces activités, l'inspiration, l'appréciation, l'énergie qui vient de ça. Une personne est toujours enthousiaste lorsqu'elle est en train de parler de ce qui l'inspire naturellement. Peu importe la personne, comment tu es timide, si je te dis de parler de ce qui t'inspire naturellement, la timidité va disparaître en 1 minute. Donc, je suis ravi de ce que tu reviennes à toi-même et bienvenue dans ton nouveau toi. Merci. Ce que je peux dire pour terminer, c'est une question. En même temps, pour les personnes qui nous écoutent, c'est: avez-vous déjà pris le temps de vous regarder dans les yeux de l'intelligence divine pour savoir combien de fois vous êtes magnifique? Avez-vous pris le temps de vous regarder dans les yeux de l'intelligence divine pour vous rendre compte de combien de fois vous êtes magnifique? Voilà. Oh, toi, c'est Denis silencieux, un coup confiant. C'est profond, en fait. Faut que je répète encore une fois. Non, c'est bon. Si je répète, ça va trop peser, quoi. Non, ça va trop peser, c'est bon. Ça va faire quoi? Ça va trop peser, c'est bon. Je vais dire encore. Et puis, je vais compléter. Non, je vais juste amplifier un peu ce que j'entends dans le concept d'intelligence divine. C'est que, regardez la mer. Il n'y a pas de télécommande, mais elle va, elle vient. Regardez le soleil. Le soleil, il est à la bonne distance, au bon endroit pour faire son travail. Il y a le ciel et la terre qui sont là. La nature fonctionne, elle se régénère. La plante meurt, elle devient engrais, elle donne naissance à autre chose. C'est un système qui comprend la vie et la mort, la génération et la régénération. Et une intelligence qui est capable de fonctionner ça est dite omniprésente, omnipotente, omnisciente. Ça veut dire qu'elle sait tout, qu'elle est partout, qu'elle peut tout. Et cette intelligence dit: tu es moi en train de marcher. Tu es moi en train de faire. Tu es moi en train de penser. Tu es moi en train de parler. Si je suis cette expression, si je suis cette intelligence divine, et que je me pose la question de qu'est-ce qui m'est impossible, quelle sera ma réponse? Rien. Si chaque matin je me lève en me disant quelle est la meilleure expression divine, majestueuse, magique que je puisse avoir de moi-même aujourd'hui, je ne vais plus m'intéresser à est-ce que les choses sont possibles. Je vais m'intéresser à jusqu'où est-ce que je peux pousser mon pouvoir de créateur.
la magnificence de cette intelligence, dans le pouvoir créateur de cette intelligence, et dire, je suis en train de jouer au jeu de la création. Je suis en train de jouer au jeu de jusqu'où est-ce que je peux pousser la manifestation de la meilleure expression de moi-même. Et c'est ce genre de questions qui doit occuper notre esprit chaque jour. Et quand on a ce genre de questions à l'esprit, on se rend compte en fait que la vie conspire à notre bien-être, comme le dit Paulo Coelho. L'univers, chaque jour, met sur notre route les challenges nécessaires pour nous aider à exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Qu'il n'y a aucune circonstance, aucune manifestation qui puisse nous empêcher de dire « Waouh, merci ». Nous pouvons perdre de vue la gratitude, nous pouvons perdre de vue l'appréciation énorme que le divin a pour nous. Mais nous pouvons revenir tous les jours à ça. Juste en prenant le temps de fermer les yeux, de plonger dans notre cœur et de dire merci à la vie. Juste ça. Si nous faisons ça chaque jour, on va se rendre compte en fait que tout le système se met à faire une célébration extraordinaire en l'honneur du Fils prodige que nous sommes tous. Nous le sommes tous. Nous sommes tous interconnectés à un niveau profond. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'enseigner aux autres à devenir des personnes extraordinaires. On a besoin d'être un exemple pour leur faire comprendre que c'est possible. À partir du moment où ils savent que c'est possible, c'est l'héritage que nous laissons, sur lequel ils s'appuieront pour dire nous ferons encore plus grand. Quelle magnifique explication de qui nous sommes. N'est-ce pas? Oui. J'ai été heureux de partager ce moment avec toi.